Le déconfinement est désormais sur toutes les lèvres. Après plus d'un mois de quarantaine, quand et comment allons-nous revenir à la normale ? Avant de comprendre les enjeux du déconfinement, il faut commencer par comprendre les enjeux du confinement. Vous avez peut-être déjà vu ce graphique. C'est un graphique très simple qui illustre comment gérer une épidémie. Ici, vous avez la courbe épidémique, la propagation du virus. Ici, la ligne qui marque le moment à partir duquel les hôpitaux sont saturés. Une fois au-dessus de cette ligne, le nombre de morts augmente drastiquement. L'objectif des gouvernants est d'aplatir cette courbe, l'aplatir pour qu'elle ne dépasse pas le seuil de saturation des hôpitaux. En Belgique, le gouvernement a choisi la stratégie du confinement. Les citoyens sont tenus de rester chez eux afin d'éviter un maximum de contacts en dehors de leurs familles proches. Aujourd'hui, après quelques semaines, nous voyons que nous arrivons, grâce à ce confinement, à une situation qui est toujours extrêmement intense, mais qui se stabilise. Cette stabilisation ne veut pas dire que c'est la fin de l'épidémie, c'est le début d'une autre période qui commence. Le confinement a permis de stabiliser l'épidémie dans un premier temps. Mais les économistes, eux, commencent à tirer la sonnette d'alarme. Le confinement lisse la courbe sanitaire, mais accentue la courbe de récession. Et donc on a vraiment ici un dilemme entre l'économie et la santé, une tension. On met la santé avant l'économie, mais soyons clairs, ça a un coût économique important. Alors que l'épidémie n'est pas encore terminée, la tension entre santé publique et santé économique devient de plus en plus forte. Une tension qui sera pourtant déterminante pour définir quand et comment sortir du confinement. La crise économique qui va découler du confinement est unique à plusieurs niveaux. D'abord, on l'a provoquée. On a volontairement mis les gens en confinement, donc on a provoqué l'interruption de la chaîne de production et elle est nécessaire pour éviter le problème, la contagion sanitaire. Ensuite, elle est unique car elle touche autant l'offre que la demande, ce qui rend les mécanismes de sauvetage habituels totalement inefficaces. Imaginons l'économie mondiale comme un supermarché. Les rayons sont remplis de produits, c'est ce qu'on appelle l'offre. Les gens viennent au supermarché pour acheter ces produits, c'est ce qu'on appelle la demande. Pour que le supermarché fonctionne, il faut qu'il y ait un équilibre entre le nombre de consommateurs et le nombre de produits disponibles. L'équilibre entre l'offre et la demande, c'est la base du système économique. Un équilibre menacé par le coronavirus. Tout d'abord, du côté de l'offre. Les chaînes de production sont totalement arrêtées. On dépend trop de certains fournisseurs uniques, on n'a pas diversifié suffisamment, et donc on a toute une chaîne de transmission qui peut être interrompue, avec des effets en cascade. Comme les chaînes de production sont éparpillées sur plusieurs pays, l'offre de certains produits ici souffre de l'arrêt d'usine dans d'autres parties du monde. Should the situation not improve, there will be a shortage of condoms in the market. Du côté de la demande, le confinement empêche les gens de travailler et diminue donc leur pouvoir d'achat. Il les empêche aussi de circuler et donc de se rendre dans les magasins. Tout ce fonctionnement est mis à mal à l'échelle mondiale et s'il s'arrête, ce sera très compliqué à relancer. On a un peu l'impression qu'on éteint l'interrupteur, si vous voulez, d'une pièce temporairement, et puis quand la crise sanitaire est passée, on rallume tout. Et ça ne fonctionne pas comme ça, la machine économique. C'est plutôt comme une centrale nucléaire. Si vous l'arrêtez, c'est compliqué à remettre en route, vous voyez. En temps normal, il existe un certain nombre de mécanismes pour sortir d'une crise. Imaginons que les gens soient trop pauvres et n'aient plus de quoi aller au supermarché. Les États peuvent alors faire en sorte qu'ils aient plus d'argent, c'est ce qui s'appelle stimuler la demande. Mais ici, comme les deux côtés sont affectés, c'est beaucoup plus compliqué. Ici, on a une crise où il ne suffit pas de renflouer la demande, de réinjecter des liquidités pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, parce que ça ne servirait à rien de gonfler la demande si la production n'est pas là. Il n'y a rien à acheter. Et donc, si vous gonflez, vous injectez des liquidités pour stimuler la demande, vous allez créer de l'inflation dans le système. Le risque d'inflation, c'est qu'en injectant plus d'argent dans l'économie, l'argent existant vaut moins, ce qui fait que les prix augmentent de manière généralisée et que les épargnes perdent de la valeur. Dans un premier temps, la caisse des États sert de tampon. L'État injecte de l'argent pour soutenir les entreprises, empêcher les licenciements, empêcher les faillites, soutenir les métiers en difficulté. L'État peut aussi réduire les taxes ou retarder le paiement de certains impôts. Mais avec moins de rentrées et plus de dépenses, les États doivent emprunter pour joindre les deux bouts. Cette situation n'est donc pas tenable sur une longue période. On prend ici l'exemple de l'aspect économique, mais le confinement a d'autres impacts, qu'ils soient sociaux ou psychologiques, et qui à court ou moyen terme pourraient également avoir des répercussions sur la santé publique. C'est pourquoi de plus en plus de voix se lèvent pour accélérer le déconfinement. If it were up to the doctors, they may say, let's keep it shut down. Let's shut down the entire world. And you can't do that with a country, especially the number one
economy anywhere in the world, by far. Si nous ne retournons pas le plus possible vers un système qui génère une certaine économie, nous allons inévitablement avoir un impact négatif sur notre système de santé. Et donc nous voulons rester conscients de toute cette réalité-là, mais aujourd'hui il n'est pas encore temps de donner la main uniquement aux aspects économiques. Mais alors, comment faire? Malheureusement, ce n'est pas si simple, car déconfiner trop rapidement, c'est courir un autre risque, le risque d'une deuxième vague de l'épidémie. Lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. Le responsable de cette deuxième vague, c'est lui, le facteur de contamination. Il définit le nombre de personnes contaminées par un malade. Au plus il est élevé, au plus la courbe de contamination augmente de manière exponentielle. Au début de l'épidémie, dans un environnement normal, un patient atteint du coronavirus contaminait entre 2 et 4 personnes. En limitant les interactions humaines avec les mesures de confinement, le facteur de contamination est tombé en dessous de 1. C'est une bonne chose, la courbe s'aplatit. Malheureusement, c'est là que ça se complique, car une récente étude de l'INSERM en France montre qu'on ne peut pas simplement déconfiner du jour au lendemain. À cause du confinement, la population n'a pas pu se constituer une immunité et est donc très vulnérable. Pour maîtriser le virus, il faudrait que 60 à 70% de la population soit immunisée. Pour l'instant, les estimations indiquent plutôt une immunisation de 1 à 6%. Résumons. Pour vaincre l'épidémie tout en gardant l'économie à flot, il faut donc trouver un moyen pour que les travailleurs puissent à nouveau circuler librement, tout en gardant le facteur de contamination le plus bas possible. Ça va demander des efforts extrêmement importants. Nous ne pouvons pas utiliser les outils que nous avons eu l'habitude d'utiliser. Il va falloir s'équiper d'un arsenal de nouvelles stratégies, de nouveaux outils de monitoring pour pouvoir nous permettre d'aller dans cette direction-là. Mais alors, quels sont justement ces nouveaux outils? La formule privilégiée par l'étude de l'INSERM est celle d'un déconfinement partiel. On protège les populations à risque, c'est-à-dire les personnes âgées ou à la santé fragile, car ce sont elles qui risquent le plus de mourir du virus. Ensuite, on teste massivement le reste de la population pour identifier les personnes saines ou immunisées. Ces personnes peuvent retourner au travail. Le risque, c'est que des personnes saines mais pas immunisées se retrouvent alors dans la nature. Pour les protéger, les épidémiologues conseillent une stratégie déjà utilisée en Asie, le test and trace. Dès qu'une personne présente des symptômes, elle est testée. Si la personne est positive, on utilise alors une application de traçage pour identifier toutes les personnes avec qui elle a été en contact durant les 2 semaines qui précèdent. Ces personnes sont ensuite testées à leur tour et le traçage continue. Cette stratégie nécessite une grande capacité de dépistage combinée à des technologies de traçage compatibles avec nos valeurs démocratiques. 2 outils qui sont encore en cours de développement. Plusieurs innovations font l'objet de travaux, mais je souhaite qu'avant le 11 mai, nos assemblées puissent en débattre et que les autorités compétentes puissent nous éclairer. On l'a dit, la situation actuelle est inédite. Les certitudes d'hier ont été balayées par le nouveau coronavirus. Chacun est amené à se réinventer pour trouver des solutions. Épidémiologues, économistes, psychologues, juristes, toutes les professions vont devoir travailler ensemble pour penser la stratégie de déconfinement. Un processus encore jamais réalisé à l'échelle d'un pays.